Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. On est à quelques heures après l'ouverture de la Free Agency. Ça a ouvert cette nuit à minuit, dans la nuit de lundi à mardi. Et pour essayer de faire un récap le plus exhaustif et complet possible, je suis avec Baptiste Denis. Salut Baptiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Nico. Et ouais, on avait dit qu'on serait rapidement de retour après la fin du Game 7 des finales. Et bah voilà, on est déjà de retour. On y est, on est là. Il y a de quoi dire. Et ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Je te propose, Baptiste, qu'on commence par le gros trade qui a eu lieu cette nuit entre Denver et Brooklyn. Les Nuggets récupèrent Cam Johnson et en contrepartie, l'équipe de Nikola Jokic envoie Michael Porter Jr. à Brooklyn. Il y a aussi un premier tour de draft 2032 que donne Denver dans cet échange. Un tour de draft assez lointain, hein, c'est dans 7 ans, mais ça pourrait être peut-être un pick très intéressant parce qu'on ne sait pas du tout où en seront les Nuggets dans 7 ans. Ça peut être très intéressant pour Brooklyn, ce pick. Et ça s'est accompagné quelques heures après par la signature de Bruce Brown, l'ancien joueur des Nuggets, champion en 2023 avec Denver, qui fait son retour dans le Colorado. Donc c'est des mouvements qui impliquent pas mal de choses, mais surtout pour Denver, passe sous la luxury tax et donc va pouvoir encore recruter. On sait que les Nuggets sont sur notamment Gershon Yabusele ou encore Al Horford. Déjà, beaucoup de monde est sur ces deux joueurs. Beaucoup de monde, mais en fait Denver s'est offert la possibilité en échangeant le gros contrat de Michael Porter Jr. Et en recrutant Cam Johnson qui coûte beaucoup moins cher, de s'offrir un peu de flexibilité financière pour essayer de signer de nouveaux joueurs. C'est le gros coup de cette soirée. On pourra peut-être parler des Rockets aussi qui, selon moi, en sortent aussi vainqueurs. Mais déjà c'était un trade auquel on n'attendait pas forcément et qui pour moi est vraiment positif pour Denver. Fallait en finir entre guillemets avec Michael Porter Jr. Il a ramené une bague entre autres, c'était pas le seul. Mais depuis 2 ans et leur titre en 2023. Ça patinait, on l'a encore vu en play-off cette année. Des fois, on aurait attendu plus de Porter Jr., notamment offensivement, et ce n'est pas arrivé. Là, Denver récupère Cam Johnson, qui est un super joueur. En fait, ils ont à peu près le même pourcentage de tirs à 3 points, je crois, j'ai regardé, c'était 39%. Mais en plus de ça, ils récupèrent un super défenseur qui est vraiment hyper important. Alors il était honnête, forcément c'est pas l'équipe où on attend beaucoup de choses, mais il a surnagé dans cet effectif un petit peu pauvre. Et puis on se souvient de lui à Phoenix, quand Phoenix était allé en finale en 2021. Donc pour moi c'est un super coup. En plus il gagne de l'argent, Denver entre guillemets. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment super coup. C'est un peu plus nébuleux du côté de Brooklyn. Est-ce que ils vont devoir jouer avec Porter Jr. en arme offensive numéro 1? Ça reste à voir, mais vraiment beaucoup de Denver. Moi, je trouve que c'est intéressant pour les Nuggets parce que ça faisait pas mal de temps qu'on attendait qu'ils bougent, qu'ils modifient un peu cet effectif. Ils avaient perdu, on l'a dit et répété, des joueurs importants ces dernières années. Kentavious Caldwell-Pope était le dernier parti la saison dernière. Et en fait, je pense que t'as un mini upgrade avec Cam Johnson qui certes est plus vieux que Michael Porter Jr. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, mais par contre qui apporte, je trouve un peu plus de garantie dans la régularité. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau du talent, il y a peut-être un potentiel plus élevé chez Porter Jr. Mais Cam Johnson, c'est un joueur qui est régulier, qui se blesse très peu, qui a des très bons pourcentages à 3 points, tu le disais, qui s'est amélioré, qui a grandi en tant que joueur, je pense à Brooklyn, qui a vraiment c'était presque le leader en fait. Voilà, c'est ça, comparé à son époque à Phoenix où c'était déjà un remplaçant et surtout un joueur qui attendait dans le corner pour rentrer des tirs à 3 points. Donc moi j'aime bien ce mouvement, ça en appelle d'autres, mais passer de Michael Porter Jr. à Cam Johnson, je pense que c'est une très bonne chose pour Denver. L'arrivée alors aussi de Bruce Brown, est-ce que ça sera le Bruce Brown des Raptors? C'est la grande question. Voilà. Tu disais justement, c'est le coach qui parlait toujours de le départ de Bruce Brown. Exactement. Non mais bien sûr, le départ de Bruce Brown, c'est bien sûr une grosse que perte. Vu comme ça paraît bien.
Mais depuis quand même lui aussi 2 ans, en fait, il est un peu sorti des radars. Hein. Il était parti à Indiana, ensuite à Toronto. Là, j'avais même oublié qu'il était à New Orleans. Voilà, c'est un beaucoup aussi quand même financièrement parce qu'il est au minimum vétéran à 28 ans. Mais ouais, je pense que bon, voilà, c'est toujours bien de le prendre et il connaît bien l'équipe. Et aussi, tout ça, c'est quand même un beau signe envoyé à Nikola Jokic, je pense, parce que on a cru comprendre que lui attendait justement du mouvement depuis le départ de Mike Malone et de Calvin Booth, l'ancien GM. Voilà, la famille Kroenke et le nouveau GM, j'ai oublié son nom, mais ont l'air d'avoir compris le message et de faire beaucoup de changements assez rapidement. Donc c'est assez intéressant. Et puis il y aura toujours le coach aussi qui a prévu de rester. Donc David Adelman. Voilà, David Adelman qui était arrivé en toute fin de saison. Donc non, franchement, Denver, c'est intéressant. Tu disais ça en appelle d'autres, ouais. Pour le coup, il y a l'argent pour signer un Gershon Yabusele, un Lorford qui est très demandé, on en reparlera après, un DeAndre Ayton aussi qui est sur le marché, qui a été coupé par Portland. Pas pour les Lakers parce que là, il y a les Lakers, les Warriors, beaucoup. On va voir qu'ils se sont fait shipper pas mal de pivots. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que j'aime bien pour Denver, c'est que t'es vraiment pas passé loin d'éliminer OKC. La blessure d'Aaron Gordon a changé pas mal de choses sur l'issue de la série. Et finalement, si tu fais le compte à l'ouest, OKC, bien entendu, sera, je pense, un peu au-dessus de la mêlée la saison prochaine, comme ils l'ont été cette saison. Mais derrière OKC, ça se bouscule et il y a une vraie place à prendre, il y a une vraie place d'outsider à prendre. Je pense que Denver peut être ce premier outsider pour le Thunder la saison prochaine. Bien sûr, il y aura les Lakers, bien sûr, il y aura les Rockets, il y aura les Warriors probablement, les Clippers aussi, pourquoi pas, Dallas, mais je pense que tant que tu as Nikola Jokic dans cette équipe à ce niveau-là, qui reste pour moi, quoi qu'on en dise, le meilleur joueur du monde, si tu arrives à construire une équipe cohérente autour du Joker, t'as forcément tes chances. Et moi, j'aime beaucoup vraiment ce move de récupérer Cam Johnson. Ça a pêché la saison dernière, notamment pour Denver au niveau du banc. C'était ça qui faisait défaut. On l'a pas dit, mais a priori, Russell Westbrook ne restera pas à Denver. Bruce Brown, d'ailleurs, va être finalement cet energizer en sortie de banc qui était Russ West. Donc voilà, ça appelle des choses très intéressantes. Ça appelle aussi la montée en puissance de Christian Braun, qui l'a déjà montré aussi dans ses playoffs. Je pense que là, il va vraiment avoir une part prépondérante dans ce projet-là. Voilà. Après, pour en revenir à Brooklyn, ça peut être un nouveau départ pour Michael Porter Jr. qui a souvent été gêné par des blessures. Là, il va arriver dans un contexte totalement différent à Brooklyn, qui sera je sais pas, j'imagine à la lutte pour le play-in la saison prochaine, peut-être même moins que ça, mais c'est Brooklyn de toute façon, c'est encore une équipe qui est en construction avec Jordi Fernandez, mais tu le vois en première option offensive, c'est assez étonnant quand même. En fait, je pense que Brooklyn attend. Ça mérite de se tenter. Ouais, ça se tente. Et puis, je pense que de toute façon, Brooklyn, la saison prochaine, n'aura aucune pression, vraiment, sur l'équipe. Donc, ça peut être une bonne surprise. Ça peut être simplement un joueur offensif de plus qui peut mettre entre 15 et 20 points par match. Je pense pas qu'il faut attendre de Michael Porter Jr. d'être une première option viable, que ça soit au Nets ou ailleurs. Mais, en fait, le problème pour Denver, c'est qu'il avait signé un gros contrat à Michael Porter Jr. Et qu'entre ses blessures, son irrégularité, ses problèmes aussi finalement à être décisif dans les grands matchs, à sortir du lot, il a jamais réussi à être une option fiable en fait derrière Nikola Jokic. Et pourtant, avec souvent un Jamal Murray qui a lui aussi des pépins physiques, il a jamais pris cette place de numéro 2 en fait je pense qu'il aurait pu avoir, parce que Jamal Murray a été vraiment gêné ces dernières années par son physique. Donc pour Brooklyn, ça c'est un coup qui se tente, et pour Denver, il fallait vraiment bouger, il fallait mettre fin, je pense, à l'expérience Michael Porter Jr. à Denver, et ça a été chose faite, et je pense que ils ont fait le bon choix, ils ont récupéré le bon joueur pour aller dans ce collectif. Et juste pour conclure, c'est forcément gagnant pour Denver, je pense, parce que on le répète, ils vont perdre quand même, ils vont économiser 34 millions de dollars sur 2 ans en récupérant Cam Johnson. Je trouve ça
Vraiment, c'est un coup de génie. C'est un super move, oui. Alors, j'ai plus le nom non plus du nouveau président des opérations basket qui a remplacé. Non, mais j'avais son nom, je l'ai plus là dans mes notes, mais qui a remplacé Kelvin Booth. Mais j'ai l'impression que c'est la famille Kroenke qui est très présente aussi. Ouais, c'est fort possible. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que Denver bouge enfin, change un peu l'effectif et ça va. Ça va de nouveau nous donner une conférence Ouest la saison prochaine qui sera de très très haut niveau. Je te propose qu'on passe aux Rockets qui eux aussi ont été assez actifs. Alors on avait parlé lors du dernier épisode du trade pour Kevin Durant. Entre-temps, Houston donc a prolongé Jabari Smith Jr. pour 5 ans et 122 millions de dollars. Fred VanVleet pour 2 ans et 50 millions. Donc ça fait quand même 25 millions la saison pour l'ancien des Raptors. A aussi signé Clint Capella qui va arriver dans la rotation derrière Alperen Şengün et Steven Adams, et qui a aussi signé cette nuit Dorian Finney-Smith, 53 millions de dollars sur 4 ans. Ça donne un effectif ultra costaud pour les Rockets, avec probablement un 5 de départ articulé autour de Fred VanVleet, Damian Thompson, de Jabari Smith Jr., de Kevin Durant et d'Alperen Şengün, avec sur le banc Steven Adams, Tari Eason, Finney-Smith, Red Shepard, Cam Whitmore, Aaron Holiday. Ça fait quand même du monde pour Ime Udoka. C'est beau, mais je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas possible qu'il reste avec 3 intérieurs comme ça. Enfin, ils vont peut-être essayer en début de saison, mais pour moi, il va y avoir un autre changement. C'est pas encore un effectif qui est hyper coordonné et logique. Il est incroyable. Moi, je trouve que déjà l'arrivée de Dorian Finney-Smith, c'est le deuxième coup de génie de la soirée. Parce qu'il arrive pour 4 ans, c'est un des meilleurs 3&D qui était sur le marché. Je comprends toujours pas pourquoi les Lakers l'ont laissé partir, même si ils recherchent autre chose en priorité, mais même je pense que je l'aurais gardé. Voilà, c'est 53 millions de dollars, c'est vraiment correct. Ça commence vraiment à devenir, comme tu l'as dit, solide, mais il manque pour moi quelqu'un à l'arrière, en fait, post-arrière. T'as VanVleet, Aaron Holiday et Shepard, mais ça me reste encore un petit peu léger pour moi. On l'a vu avec VanVleet d'ailleurs pendant les playoffs, ça peut pas tenir. Jabari Smith, ils ont mis le paquet par contre, 122 millions sur 5 ans, c'est énorme. Non, c'est vraiment costaud, mais pour moi, c'est pas encore fini. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense que effectivement, tu as des packages à monter pour essayer de récupérer soit un meneur, soit un arrière, parce que c'est un effectif qui est très costaud, notamment sur les ailes, et à l'intérieur, bien sûr, très costaud c'est pour à ça, l'intérieur. Moi, j'ai été un peu surpris de la signature de Clint Capella, sachant que tu viens de re-signer Steven Adams. Il est vraiment pas cher. Hein. Oui, c'est au minimum. C'est un pari. Il retourne à la maison, il retourne au bercail, le pivot suisse. Mais bon, je pense que ça permettra d'amener un peu plus de rotation. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir re-signé VanVleet. C'est peut-être un peu cher. En playoff, il a été les matchs où il a été à droit contre Golden State, où il a mis dedans à 3 points, c'est les matchs qui ont permis à Houston de survivre en fait dans cette série. Sinon, ça aurait pu se terminer bien plus vite pour mais pour les Rockets. Entendu dire qu'aussi, voilà, des fois, étant tout seul avec son âge, ça pouvait être aussi un peu compliqué. L'arrivée de KD va le libérer, je pense aussi. C'est ça, offensivement, je pense que ça va changer absolument tout pour Houston. Moi, ce que j'avais dit l'autre fois, c'est que la vraie marge de progression pour les Rockets, c'est Amen Thompson, parce que si lui devient un joueur calibre All-Star, ça peut absolument tout changer dans cette équipe. De très belles choses. Mais là, ça veut dire que tu vas le faire commencer en 2. Pour le moment, avec l'effectif que t'as, oui, Amen Thompson commence sûrement poste 2. C'est très grand, quoi. C'est très grand, c'est très lourd. Ça va être une équipe très solide, mais c'est vrai que je sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour Amen Thompson de défendre sur des postes 1-2. Il est capable, mais il est très grand. sur la longueur, je pense pas que ça soit une bonne chose. Même Jabari Smith Jr. Moi, j'aime bien son profil. Maintenant, c'est vrai
Max, à l'aile avec lui et KD, c'est deux joueurs extrêmement longs. Jabari Smith, c'est encore un produit, je pense, un joueur à polir. Ça peut potentiellement aussi être une très bonne monnaie d'échange dans le futur parce qu'il a un contrat long et lui, tu vois, monter quelque chose autour de Jabari Smith et de Tari Eason, tu peux aussi peut-être récupérer un joueur sur les lignes arrière. Je pense que c'est le move après, logique à faire ensuite pour les Rockets. Pour l'instant, mais en tout cas, non, je vois pas cet effectif rester comme il est, même si évidemment c'est déjà énorme. En tout cas, voilà, Houston montre clairement aussi ses intentions. Après avoir ramené Kevin Durant, on lui explique tout de suite, voilà, là, c'est pas pour attendre. On va créer un effectif autour de toi qui était déjà de qualité. Et là, on va jouer le titre dès la saison prochaine. Donc, ouais, ça nous fait une conférence de Ouest bien nivelée par le haut. Là, clairement, le résumé de cette première soirée, c'est encore la conférence Ouest qui devient infernale, qui injouable, infernale, ouais. Toujours un peu plus. Là, je te propose du coup qu'on reste à l'ouest. Alors ça s'est pas passé cette nuit, mais la veille, il me semble, c'était je crois dimanche ou samedi, LeBron James qui a activé sa player option de 52,6 millions de dollars, qui va donc jouer sa 23e saison en NBA. Ça sera la 8e avec les Lakers pour LeBron. Il a préféré prendre cette option plutôt que de re-signer un nouveau contrat de type 1+1. Et ça s'est accompagné cette activation par une déclaration assez ambiguë de son agent Rich Paul, qui a toujours la langue bien pendue. Je cite l'agent de LeBron. Il sait que les Lakers construisent pour le futur, il le comprend, mais il accorde aussi de l'importance au fait de gagner. Nous comprenons qu'il est difficile de gagner dès maintenant tout en préparant l'avenir et nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. Il veut que chaque saison qui lui reste compte. Les Lakers le comprennent, le soutiennent et veulent ce qu'il y a de mieux pour lui. Comment tu as perçu cette sortie de Rich Paul, Baptiste ? J'ai envie de dire, il n'y a que Rich Paul qui peut dire ça, et il peut dire ça qu'avec LeBron James, quoi. Voilà. C'est de toute façon, les Lakers laissent la porte ouverte à tout pour LeBron. Maintenant, il faut le dire. Il y a de l'ambiguïté dans ses propos, et en même temps, je trouve que il n'a pas tort dans l'analyse de la situation. Comme je viens de le dire, je pense qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien pour les Lakers. Est-ce que déjà c'est la dernière année de LeBron où il va aller vraiment sur ses 2 ans? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il peut y aller. Lui est capable. Après, franchement, j'aime pas trop la tournure que prennent les Lakers. Déjà, j'espère pour eux qu'ils vont prendre DeAndre Ayton, qui est encore du coup sur le marché et qui reste un peu le seul intérieur costaud dont les Lakers ont vraiment besoin, selon moi. Voilà. Non, franchement, je suis ça me donne pas confiance les Lakers pour la saison prochaine pour l'instant. Même si évidemment Luka Doncic est un très bel ajout et on aura envie de savoir comment ça évolue. Hein. Mais cette sortie, je trouve en plus, ça sort un peu de nulle part. C'est-à-dire qu'on s'y attendait pas. LeBron, comme son agent, a l'habitude, on va dire, de mettre la pression sur les front office. Ça a été le cas toute sa carrière pour que les dirigeants construisent la meilleure équipe possible, lui donnent la meilleure chance de gagner. Mais en fait, au moment où il fait cette déclat, la free agency, elle a pas démarré en fait officiellement. Donc ils savent pas ce que vont faire les Lakers. Et alors peut-être qu'ils avaient eu des échos de ce qui allait se passer, mais ils en savaient rien. Et en fait, c'est un peu comme mettre un coup de pied dans la fourmilière sans qu'il y ait vraiment de but précis, parce que on va rappeler que LeBron James, il a une no trade clause comme Bradley Beal, c'est-à-dire que il peut refuser tout type de trade. Il faut avoir les Lakers doivent avoir son accord pour le transférer. Que de l'autre côté, même si cette déclaration elle a amené beaucoup de bruit de couloir, la vérité c'est que si une équipe candidate au titre ambitionne de faire venir LeBron James, ça veut dire qu'il faut
à minima envoyer au moins 52 millions de dollars dans l'autre sens désormais. Si tu envoies 52 millions de dollars de salaire pour récupérer LeBron James, c'est que forcément tu te délestes de joueurs importants, voire très importants de ton équipe. Donc est-ce que tu restes candidat au titre si tu dois te décharger de plus de 50 millions de dollars dans ton salary cap pour récupérer LeBron? Pour moi, il n'y a aucune équipe actuelle qui veut de LeBron. C'est assez fou de dire ça. À ce prix-là, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, en contender, quoi. Ouais, à ce prix-là, c'est très compliqué. Alors, il y a toujours cette idée que, oui, les Warriors, il y a un an, en fait, ont effectivement toqué à la porte pour voir s'il y avait possibilité de faire venir LeBron. Voilà, mais ça veut dire, en tout cas pour les Warriors, s'ils veulent LeBron James, il faudra à minima envoyer Jimmy Butler dans l'autre sens. Mais il faut que les Lakers soient d'accord aussi. Et puis du coup, avec cette année de contrat, finalement, c'est les Lakers qu'on la main, parce que même si LeBron il a sa no-trade clause, je pense que les Lakers peuvent aussi être satisfaits de jouer l'année prochaine avec le duo Doncic-LeBron James, qui leur amène, on va dire, au moins j'avais pas un plafond, mais un niveau plancher. Dans la conférence Ouest, qui doit leur permettre d'aller au moins en play-off. Toi, tu penses que les Lakers, ils ont envie de continuer avec LeBron encore? Ah bah pour la dernière année, ouais, je pense. Ouais. Oui, voilà. Mais ah non, pour après, non, mais après c'est pas sûr. Non, mais je veux dire, quand tu dis continue. pour la dernière année, ça veut dire pour le show et pour le farewell tour ou moi, je pour pense être compétitif vraiment avec LeBron? Moi, je pense que tu peux être compétitif la saison prochaine avec LeBron James, avec Luka Doncic. L'inconnu, elle est plus autour de Austin Reeves, qui a refusé une prolongation de contrat, mais c'est parce qu'il peut toucher plus, beaucoup plus même, dans un an. Mais tu vois, c'est pas dit que tu vois, là, il est 15h15 quand on enregistre. C'est bien que tu dises l'heure, parce que ça se trouve. Non, mais tu vois, quand on va sortir le podcast vers 17-18h, c'est pas dit qu'à 20h, Austin Reeves, il soit pas tradé ailleurs, en fait, et que les Lakers aient une équipe totalement différente dans les heures à venir. Donc, cette sortie, elle est un peu bizarre, sachant que finalement, oui, LeBron a sa no-trade clause, mais c'est aussi les Lakers qu'on la main, il a encore un an de contrat et que eux sont très partants, je pense, dans l'idée de continuer avec LeBron James, que ça les dérange pas de toute façon de payer de la luxury tax, et avec le nouveau propriétaire Mark Walter, qui est, on le rappelle, un propriétaire très riche et qui n'hésite pas à investir beaucoup dans ses franchises, comme on l'a vu aux Dodgers. Donc ils ont récupéré du space en tout cas avec le départ de Dorian Finney-Smith, donc à mon avis il y a quand même quelque chose qui se trame. Oui, et puis de toute façon voilà. Et il y a l'arrivée de Jack LaRavia. Alors voilà, j'en avais pas parlé. Jack LaRavia qui a signé à Los Angeles en provenance de Sacramento. Bon shooter à 3 points, très mauvais tireur de lancer franc, moins bon défenseur que Dorian Finney-Smith. Voilà, pour le coup, c'est la seule signature de Los Angeles cette nuit, et elle peut laisser effectivement un peu circonspect les supporters des Lakers. Au contraire des Clippers, qui ont vu pas mal de mouvements cette nuit. Alors encore et toujours la conférence Ouest, mais on vous promet qu'on va parler de l'Est un peu après, même si encore une fois c'est surtout à l'Ouest que ça s'est passé cette nuit. À Atlanta, voilà, on va parler d'Atlanta juste après. Pour revenir à LA, ils se sont bien fait. Juste sous le nez, fait passer Brook Lopez. Brook Lopez, qui a signé aux Clippers pour être le nouveau backup d'Ivica Zubac. Les Clippers qui ont prolongé James Harden jusqu'en 2027, le meneur qui avait une player option de 36 millions de dollars. Finalement, il a pris un contrat de 81 millions de dollars sur 2 ans, avec là encore une nouvelle player option donc pour la deuxième année, donc potentiellement James Harden pourra partir de Los Angeles dans un an. Finalement, on joue la continuité. Moi, je vois des choses sur Brook Lopez. Sa dernière saison à Milwaukee, elle est quand même... c'est plus le Brook Lopez d'il y a quelques années, c'est plus le Brook Lopez de 2021, champion avec les Bucks. C'est un joueur qui a de plus en plus de mal quand même à se déplacer sur le terrain. Là, je commence à vraiment se voir chez Brook Lopez, qui reste... Oui, un très bon dissuadeur, un bon protecteur de cercle, très bon à 3 points, mais en backup c'est bien, mais voilà, pas 13 plus. points, 50% au tir, 37% à 3 points en backup de Zubac. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui veulent ce genre de profil pour un prix aussi abordable, 18 millions sur 2 ans. Donc, moi j'adorais déjà énormément cet effectif des Clippers quand il est à 100% au niveau de la santé. C'est une belle arrivée en plus. Sûrement à un poste où on attendait un petit renfort. Nickel. Il y a la prolongation de Nicolas Batum, on prend aussi. Oui, j'en ai pas parlé bien sûr. La prolongation de Nicolas Batum pour 2 ans. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer pour les Clippers qui
qu'on chutait rapidement finalement, mais on aurait pu attendre. Enfin, c'était pas loin de passer aussi. Ils sont tombés, comme tu l'as dit, sur un très bon Denver en playoff cette année. Donc non, James Harden, je pense que ça mérite le coup de continuer. Il semble enfin épanoui depuis un moment, donc let's see pour les Clippers. Allez, je te propose qu'on fasse un petit détour par la conférence Est. Tu as commencé à en parler, les Hawks qui avaient déjà récupéré Kristaps Porzingis un peu plus tôt et qui ont réussi à recruter Nickeil Alexander-Walker pour 4 ans, 62 millions de dollars, qui va remplacer numériquement Caris LeVert qui lui partit à Détroit. Il y a aussi eu cette nuit la signature de Luke Kennard pour 11 millions sur 1 an seulement. Donc un très bon shooter récupéré, un joueur polyvalent et plutôt bon shooter aussi quand il est dans un bon soir, Alexander Walker, plus Porzingis. Cette équipe d'Atlanta a fait figure de, je trouve aussi de désormais bel outsider dans une conférence Est qui va forcément qui a forcément été chamboulée récemment avec les blessures de Tatum et d'Haliburton. Il y a des places à prendre et il y a Orlando qui se positionne, mais il y a aussi Atlanta. Ouais, là, en espace d'une semaine, ils sont vraiment repositionnés d'un coup avec deux jolis moves, comme tu l'as dit. Porzingis, même si moi je reste un tout petit peu dubitatif, surtout si on le replace comme un titulaire, enfin comme on l'attend comme un titulaire, ce qu'il n'était plus, il faut quand même le dire, à Boston. Et Nickeil Alexander-Walker, est-ce qu'il va être titulaire aussi? En tout cas, il y a une belle rotation proposée là à Atlanta. On voit que Trae Young est très investi dans ce recrutement. C'est des joueurs qui sont tous assez jeunes, hein. Si on prend le 5, Trae Young un petit peu moins, mais Dyson Daniels, Zachary, Jalen Johnson qui va sûrement revenir de blessure, et Porzingis, il y a Okongwu aussi, hein, qu'il faut pas oublier. Non, c'est une belle petite équipe. Ça fait plaisir de revoir Atlanta avec un effectif qui peut parler face aux plus gros. Est-ce que c'est fini? Pareil, j'ai une interrogation. De ce que je lisais même sur les médias américains, la tentation Giannis ne serait pas complètement à enlever. Ils auraient les moyens et les billes pour pouvoir peut-être ramener Giannis. Parce que moi, je me pose quand même une question. Qu'est-ce que fait Milwaukee aussi pendant qu'on est à l'Est? Alors, ils ont re-signé 3 joueurs de leur effectif, mais... Bobby Portis, Garen Trent Jr. et le troisième, j'ai un et Taurean Prince. Et Taurean Prince, ouais. Et franchement, ils ont laissé partir du coup Brook Lopez. Qu'est-ce que va faire Giannis dans cet effectif? Franchement, j'ai du mal à savoir. Donc je me dis que finalement c'est peut-être pas fini autour de Giannis et que s'il veut rester à l'Est, Atlanta, ça peut être pas mal. Ce qui est sûr, c'est que là, tu as un roster déjà très compétitif pour Atlanta, hein. Tu parlais du 5 de départ, tu vois, là, ça pourrait s'articuler avec Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Zachary Rizaché, Kristaps Porzingis, avec Alexander Walker en sortie de banc, avec aussi Luke Kennard, avec Okongwu, t'en as parlé. Là, tu vois, t'as un top 8 qui, franchement, j'ai juste une interrogation sur Porzingis quand même. Voilà, mais après, c'est pour ça que ce serait bien de se renforcer encore un peu plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Porzingis, il y a vraiment une grosse interrogation sur son physique. On n'a jamais eu d'ailleurs trop d'infos finalement sur qu'est-ce qu'il a eu. On sait qu'il était malade à un moment, enfin qu'il avait un virus, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à identifier ce qu'avait le laiton. Après, Atlanta... Si on regarde, franchement, sur les 2 dernières années, qu'est-ce qu'on retient vraiment de lui? C'est le Game 1 des finales il y a 2 ans, quoi. Ouais, parce que même en play-off, la saison où Boston est champion... Mais il revient à ce moment-là. Ouais, il fait un bon premier match. Voilà, c'est après, ça. Je crois qu'il rejoue pas tous les matchs. Il joue quasiment pas. Et après, ouais, il est absent. Il joue pas tous les matchs, ça c'est sûr. Et cette année, bon... Non, et c'est à peu près la même chose. Voilà. Et cette année, on a été en plein brouillard avec lui. Donc, sur le papier, évidemment, c'est sympa, mais... Attention à Porzingis. Je me dis qu'Atlanta a peut-être eu aussi des garanties avec son dossier médical, parce que tu signes pas non plus Kristaps Porzingis sans te poser de questions. Donc c'est à voir. Après, est-ce qu'ils ont aussi ajouté des éléments pour quelque chose de beaucoup plus gros? C'est possible. Toi, t'y crois ou c'est un peu fantaisiste?
Non, je suis pas sûr que ce soit totalement fantasy. Ce qui m'empêche d'y croire totalement, c'est que la blessure de Jalen Johnson, alors il devrait revenir pour le début de saison, mais blessure lourde. Et du coup, si Jalen Johnson revient pleinement à 100%, c'est une très belle monnaie d'échange pour Giannis Antetokounmpo parce que c'est un joueur qui est jeune, qui a un énorme potentiel. Moi, j'aime beaucoup Jalen Johnson. Il a seulement 23 ans. Tu prends Jalen Johnson, tu rajoutes pourquoi pas un Dyson Daniels. Milwaukee peut pas avoir de meilleure offre que ça en fait cette saison. Surtout si les Spurs ne veulent pas y aller. Tu vois, donc en fait, il reste pas grand monde en fait pour Giannis Antetokounmpo. Non, mais ça donne un peu envie. Ça donne envie. On va dire que c'est une des seules équipes qui peut raisonnablement penser pouvoir faire craquer Milwaukee si jamais ils ont envie de tenter le coup. Il y a toujours Toronto aussi qui rôde par là, qui a pas fait grand chose justement. Toronto a pas fait grand chose. Moi, je trouve que si tu fais un paquet Jalen Johnson, Dyson Daniels, c'est pas mal. Pour moi, Toronto peut pas faire mieux. Faut lâcher Harrison Barnes, quoi. Ouais, mais là, on parle pas de la même chose. Moi, je tiens en très haute estime Jalen Johnson, qui avait, avant sa blessure, atteint un très très gros niveau de jeu, qui, je sais plus s'il était All-Star la saison dernière ou si il a... Jalen Johnson. Je crois pas qu'il était All-Star. Mais il était proche du niveau All-Star, en tout cas. Ça peut être très très bien pour Milwaukee si jamais eux-mêmes aussi décident de trader Giannis, parce que la vérité c'est que Milwaukee finalement a pas l'air du tout ok pour se séparer de Giannis, et lui ne veut pas a priori forcer non plus son mais départ. Là, quand je vois encore les moves d'hier, franchement, je me suis vraiment dit mais j'aimerais pas être à sa place, quoi. Si je veux gagner un titre, évidemment. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Giannis Antetokounmpo, je pense que c'est quand même Giannis Antetokounmpo, va dire que à lui tout seul, il peut t'emmener une équipe facilement à la 4e, à la 5e place de la conférence Est. Si t'arrives à mettre les bonnes pièces autour. Moi, ce qui m'étonne, en fait, je pensais que Milwaukee peut-être allait faire un reset complet, n'allait pas re-signer les Bobby Portis, Gary Trent Jr., et on repartait sur une nouvelle équipe. Ça aurait mis peut-être un peu plus de temps à cliquer, mais tu pouvais peut-être essayer d'avoir un potentiel plus haut que de récupérer en fait les mêmes joueurs finalement avec un an de plus. Sachant que Damian Lillard Damian Lillard ne jouera pas et qui prend 60 millions la saison. Donc là, t'es bien coincé. C'est un peu un bourbier, Ouais, t'es bien coincé. Je te propose qu'on reste à l'Est avec Jordan Clarkson, qui a été coupé par le Jazz et qui a signé aux Knicks. Les Knicks qui ont toujours pas de coach, mais qui ont un nouveau 6e homme. New York qui avait le banc le moins prolifique de toute la NBA la saison dernière, qui récupère un scoreur qui est plus dans la force de l'âge, Jordan Clarkson, qui marquait encore 16 points la saison dernière, mais à seulement 40% au tir. C'est un profil qui... qu'on voit moins, je trouve, en NBA, ce genre, tu vois, de feu follet en sortie de banc, un peu à la Lou Williams, tu vois, genre qui défendent pas beaucoup et qui vont énormément. Pas plu à Tom Thibodeau. Non, qui aurait pas plu. Non, mais qui aurait pas plu, quoi, clairement à Tom Thibodeau, qui porte énormément le ballon et qui shoot beaucoup. C'est le genre de joueur un peu trou noir parfois en attaque, en sortie de banc. Ça se voit un peu moins, je trouve, ces dernières années en NBA. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose pour les Knicks, parce que ils avaient besoin en fait d'avoir des joueurs capables de marquer sur les lignes arrière pour soulager Jalen Brunson, en fait. Évidemment, c'était un manque criant. Face à Indiana, je pense qu'on l'a tous vu, il fallait du changement en attaque et voilà de nouveaux apports. Je pense que oui, Clarkson c'est pas mal. Bon, ça fait quand même quelques années qu'on n'entend plus trop parler à Utah. Il était à Utah aussi. C'est compliqué de faire parler de soi à Utah. C'est ce que j'allais dire. Ouais. En plus, voilà, c'est le minimum vétéran, je crois. Donc, sachant que pour l'instant, ils sont pas loin de. Ils peuvent pas faire grand chose avec le salary cap. Non, c'est bien, mais en fait, moi, j'attends de savoir quel coach il y aura, parce que c'est bien beau de ramener des joueurs, mais si le coach derrière est pas en adéquation avec ces joueurs-là, ça paraît compliqué. Alors apparemment, Mike Brown va passer un deuxième entretien avec New York, qui fait de lui désormais le favori pour succéder à Tom Thibodeau. Je pense qu'ils vont pas avoir trop le choix de toute façon. Non. Vu qu'ils veulent pas Michael Malone, même si on ne sait pas pourquoi. Je suis pas sûr que Michael Malone veuille des New York. Non, mais il y a eu aucune info sur Michael Malone à New York, ce qui moi me fait penser que Michael Malone n'a pas forcément envie de reprendre un banc tout de suite. C'est un peu étonnant parce que la place semblait parfaite pour lui. Ouais, il a été consultant, je sais plus si c'était pour ABC ou ESPN, mais en tout cas il était consultant sur la télé américaine. Mais Mike Brown semble tenir la corde, en tout
tout cas, il y aura un deuxième entretien pour l'ancien coach de Sacramento. Pour l'instant, je pense que voilà, on peut pas en dire plus des Knicks, même si avec l'effectif actuel et ce petit renfort-là, il reste largement dans les... finalement, t'es favoris. T'es avec Orlando et Atlanta. Tu fais partie des 3 favoris à l'Est la saison prochaine. Sans Indiana maintenant, sans Boston. Avoir la progression de Détroit, mais finalement, pour moi, potentiellement vraiment le top 3 à l'Est la saison prochaine, c'est New York, Orlando et Atlanta. Et c'est pour ça que c'est peut-être une pas mauvaise idée de pas tout casser à... Non, de miser sur la comme continuité. On a pu en parler un petit peu plus tôt, là, encore pendant les playoffs. Ouais, choisir un bon coach et puis repartir avec un effectif un tout petit peu plus renforcé sur le banc. Et puis là, New York frappeur à l'Est, ouais. On repasse à l'Ouest avec une équipe qui a dépensé pas mal d'argent, qui était finaliste de conférence. À l'Ouest, Minnesota, qui a prolongé Julius Randle pour 100 millions sur 3 ans, avec une player option sur la 3e année, et qui a aussi re-signé Naz Reid, 125 millions sur 5 ans, avec donc là aussi une player option sur la dernière année du contrat, la 5e, et qui a donc perdu Nickeil Alexander-Walker, parti en sign and trade à Atlanta. Finalement, Minnesota a fait le choix, Baptiste, de re-signer ses 2 intérieurs plutôt que son ailier arrière. Je sais pas si tu es d'accord avec cette position prise par les Wolves, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'argent mis sur le secteur intérieur avec déjà le contrat de Rudy Gobert qui est dégressif sur les prochaines années. En tout cas, Naz Reid, Gobert, Randle, ça sera le front de courte de Minnesota. Normalement, la saison prochaine, sauf s'il y a du mouvement. Et ils ont rien changé au niveau arrière. Il y a pas de non, il y a pas eu de mouvement pour à part l'arrivée de Noah Penda, justement. Non, voilà, exactement. À part la draft de Noah Penda. C'est sympa d'avoir un Français dans cet effectif. Non, il fallait qu'ils fassent un choix dans tous les cas. Ils pouvaient pas garder les 3. Je sais pas ce qui a dicté leur choix. Alexander Walker était sur le banc, peut-être moins important que Naz Reid selon eux. J'avoue que là, j'ai pas trop d'explications. Je sais pas si toi, tu voulais m'amener vers quelque chose en particulier. Non. Oui, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est quand même des 2 très bons joueurs. Ouais, moi j'ai encore des incertitudes sur le niveau de Randle. Plus de Naz Reid, parce que c'est le genre d'intérieur où le soir où il a pas l'adresse, je trouve qu'il apporte pas grand chose d'autre en fait. Il a été moins bon cette année que la saison dernière. C'est ça, il a pas confirmé son titre de meilleur 6e homme. Lui, encore quelques mois, voulait un poste de titulaire. Visiblement, il est revenu un peu sur sa pensée. C'est vrai que je pensais que ce serait plutôt lui qui serait parti. Mais voilà, il a décliné une player option pour re-signer à Minnesota et du coup prendre plus d'argent. C'était Détroit, je crois, qui voulait. Détroit était sur le coup. Détroit était sur le coup. Le problème pour Minnesota, c'est que financièrement, ils étaient quand même assez bloqués. Comme tu l'as dit, ils pouvaient en re-signer que 2 sur 3. Ils font le choix de Randle et de Naz Reid. J'ai l'impression qu'en fait la marge de progression de Minnesota elle est assez mince, sachant que tu as un Mike Conley un peu à l'instar de Fred VanVleet, alors plus vieux Mike Conley, mais tu sens que tu peux plus en attendre beaucoup plus. Et derrière, tu as la chance d'avoir une superstar avec Anthony Edwards, mais qui pour l'accompagner? Il y a encore bien sûr Donte DiVincenzo dans cette équipe, mais il faut clairement se renforcer au niveau du meneur. Tu peux pas trop te renforcer en fait. Là, je sais pas si t'as même pas gagné du spacing. Non. Mais en même temps, c'est compliqué avec cette équipe de se dire justement, qui j'enlève parce que c'est quand même costaud. Que ce soit Gobert, la paire Gobert, Randle, c'est quand même sympa. Donc, ils ont préféré, je pense, rester un petit peu sur les mêmes fondations. Donc, on va voir. Hein. C'est un petit peu comme New York, en fait, finalement. Ouais, tout à fait. Toujours à la conférence Ouest, D'Angelo Russell signe à Dallas pour 2 ans, 13 millions seulement, avec la 2e année en player option. Pour Dilo, va falloir assurer l'intérim à la main en attendant le retour de Kyrie Irving qui se remet d'une rupture des ligaments croisés qu'on attend au mieux de retour en janvier. Jason Kidd a déjà dit que Cooper Flagg serait aussi utilisé à la main de temps en temps.
D'Angelo Russell, il va remplacer numériquement aussi Spencer Dinwiddie qui était en fin de contrat. Bon coup ou pas pour toi Mais oui, il n'arrête pas les bons coups là, Nico Harrison. Ça fait 2 de suite après avoir choisi Cooper Flagg en... il était plus facile à faire le premier avec le first pick. Avec lui, on sait jamais. Donc non, là c'est un très bon coup. C'est vrai que comme tu l'as dit, c'est vraiment pas cher, 13 millions. C'est un joueur qui est habitué à jouer avec Anthony Davis en plus aux Lakers. Donc non, c'est vraiment un bel ajout. C'est ce qui manquait clairement à Dallas pour débuter la saison. Parce que là, il y a quand même un sacré effectif aussi. Hein. On peut clairement les rajouter quand même à l'Ouest en imaginant que Kyrie Irving revient bien. Ils ont le temps de démarrer la saison tranquillement. C'est sérieux. Hein. Il y a encore Klay Thompson, même s'il faut pas attendre énormément. Daniel Gafford, Derek Lively, ça. Non, c'est effectivement Dallas. Il y a un autre, je crois, mais. Franchement, on a qui dans le roster de Dallas, oui, t'as donné les principaux là. Mais ce qui est sûr, c'est que faut voir avec D'Angelo Russell. C'est sûr que c'est PJ Washington, c'est celui-là. Et voilà. Non, mais c'est extrêmement profond comme équipe. T'as aussi Max Christie sur la ligne arrière. Moi, je pense que c'est vraiment. En attendant Kyrie Irving, c'est un mini luxe, je trouve, d'avoir D'Angelo Russell, parce que ça veut dire qu'ensuite, à voir comment il s'adapte à ce nouveau rôle, mais D'Lo, en sortie de banc, pour apporter de la création, ça peut aussi être une très bonne chose. Oui. Cooper Flagg, moi, je suis d'ores et déjà très fan après ce que j'ai vu de lui à Duke. Si ça tient pour Anthony Davis, ça c'est toujours la grande question. À voir comment revient Kyrie Irving, mais Dallas se positionne vraiment comme une équipe très forte la saison prochaine à l'Ouest. Je pense que, encore une fois, OKC va être devant et que derrière, tu auras 2, 3, 4 équipes qui vont se tirer la bourre. Ça sera Houston, ça sera Dallas, ça sera peut-être les Lakers et les Clippers. Pour l'instant, et Minnesota. Plus, et en fait, il y a beaucoup de Dallas devant les Lakers. Ouais, non, mais moi je vois bilan du trade. Moi je vois Denver et Dallas pour le moment comme vrais concurrents en fait à OKC la saison prochaine. En tout cas. Et puis on en oublie un qui a aussi fait pas mal de choses hier, c'est Memphis. Même si ça paraît un petit peu plus improbable, mais il faut pas non plus oublier la saison qu'ils ont fait en étant deuxième une bonne partie de la saison. Je sais pas moi non plus si j'y crois, mais je pense qu'il faut les mettre dedans. Ils ont prolongé Jaren Jackson. Je fais la liste. Ils ont prolongé Jaren Jackson Jr. Alors gros contrat, hein, 240 millions sur 5 ans avec une player option en 5e année. Ils ont re-signé aussi Santi Aldama pour 52,5 millions sur 3 ans et ils ont obtenu ce qui me semble être plutôt une bonne affaire, la signature de Ty Jerome en provenance de Cleveland. Il était free agent, 28 millions sur 3 ans. Sachant que Ja Morant fait toujours partie de cet effectif. On annonçait pas mal de changements et peut-être une explosion d'un groupe à Memphis après le départ de Desmond Bane à Orlando. Finalement, on semble garder le même groupe pour les Grizzlies. Est-ce qu'il ressort justement plus fort avec le départ de Desmond Bane? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense que déjà de mettre le prix d'or sur Jaren Jackson Jr., c'est ce qu'il y avait de meilleur à faire. C'est clairement le meilleur joueur de l'effectif. Il y a pas de débat, même avec Ja Morant, pour moi, c'est le meilleur. Ty Jerome, je suis un petit peu plus dubitatif. Évidemment, il sort d'une très très bonne saison. Hein. Il a failli être meilleur 6e homme, je crois, ou MIP, un des deux. Mais ça montre un petit peu la saison qu'il a faite. Mais franchement, en play-off, il m'a beaucoup déçu. Quand il a fallu prendre ses responsabilités, quand Darius Garland était blessé, c'est le profil type de ce qu'on appelle un croqueur. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce dont a besoin les Memphis. C'est un bon ajout, hein, c'est pas très cher non plus, donc à voir. Mais alors par contre, je voyais aussi qu'ils essaieraient peut-être de récupérer Cole Anthony. Oui, tout à fait. Ce qui pourrait être pas mal. Mais voilà, oui, il y avait du changement à faire tout en gardant quand même son meilleur joueur. Donc c'est pour ça que, comme je te disais au départ, il faudra pas sous-estimer Memphis, même si j'y crois pas pour être champion, quoi. Non, mais c'est sûr que Memphis aura son mot à dire à l'Ouest. Moi, je pense que peut-être fallait. Enfin, j'imaginais en tout cas Memphis garder Jaren Jackson Jr.
mais essayer de trader Ja Morant. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rumeur sur un départ du meneur. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'offre ou est-ce que c'est parce que Memphis refuse de faire ce mouvement? Laisse une dernière chance. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on peut repartir encore avec Ja Morant pour un an. Et c'est évidemment une très bonne chose d'avoir prolongé Santi Aldama, qui incarne vraiment le futur à Memphis, et qui de toute façon sera toujours une excellente monnaie d'échange. Si jamais tu veux bouger, si demain Memphis voulait trader Santi Aldama, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui appelleraient dans le Tennessee. Donc ça c'est très intelligent de leur part. Maintenant, la concurrence, elle est telle dans la conférence Ouest que oui, Memphis a tenu la deuxième place longtemps cette saison, mais là, au final, ils ont récupéré, entre guillemets, juste Ty Jerome, et ils ont perdu Desmond Bane. C'est pour ça que je pense qu'ils sont pas gagnants. C'est ça. Donc au final, est-ce que l'équipe est vraiment meilleure, sera vraiment meilleure la saison prochaine? Non. Sachant que tout le monde se renforce à côté, c'est sûr que c'est pas gagné. Et puis il y en a peut-être un qu'on peut aussi rajouter, c'est les Warriors, même si ils ont du coup perdu leur Kevin Looney. Kevin Looney, exactement. National. Aux Pelicans pour alors attends, je vais trouver le montant du contrat, pour $16 millions sur 2 ans. Non mais c'était juste pour sur les Warriors, pour le notifier. Qui cherchent un intérieur, évidemment, mais voilà, comme beaucoup d'équipes, on l'a dit, qui sont eux aussi sur le dossier Al Horford, qui eux aussi aimeraient peut-être récupérer DeAndre Ayton, qui pour le moment en fait peut pas encore signer de nouveaux contrats parce qu'il a été coupé par Portland. Oui. Et donc il doit attendre un certain délai avant de signer dans une nouvelle équipe, mais ça devrait se pas libérer. Que Rob Pelinka est en train de dormir. Non, ça va se libérer dans les heures à venir. Je pense à partir de cette nuit, il pourra s'engager dans une nouvelle franchise DeAndre Ayton, sachant qu'il a son salaire du coup qui est payé par Portland. Il y avait plus de $30 millions encore à lui payer. Donc ça veut dire que en fait DeAndre Ayton va pouvoir signer entre guillemets pour peu d'argent, moins d'argent que ce qu'il aura pu réclamer, parce qu'il a déjà le salaire que va lui verser Portland, et donc sa nouvelle équipe finalement n'aura peut-être pas grand-chose à lui donner, sachant que même les équipes qui sont dans le deuxième apron peuvent signer un joueur qui a été libéré en buy-out. Donc absolument tout le monde peut se mettre sur le dossier DeAndre Ayton, qui tournait quand même à 14 points 10 rebonds la saison dernière à Portland. Du côté des Blazers, on a voulu faire de la place notamment pour Donovan Clingan et le pivot chinois qui a été drafté, Yang Hansen, 2m16. Moi, j'avoue, j'ai pas trop d'infos sur Yang Hansen. J'aurais pas grand-chose à mais dire. Intéressant. C'est forcément un profil intéressant qu'on attendait quand même un peu plus bas dans la draft. Ça a été assez surprenant de voir Memphis le prendre aussi haut au premier tour. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, Baptiste. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque Portland, chose. Ce sera intéressant de savoir aussi si Jrue Holiday reste ou non à Portland. Moi, ça reste quand même pour moi un meneur qui pourrait être très intéressant pour beaucoup d'équipes. Donc, j'aurai un œil là-dessus. Je pense qu'on peut juste citer aussi Luke Kornet qui. Oui, bien sûr. Excuse-moi, je l'avais oublié. Bien sûr, je l'ai dans mes notes. Le backup de Wemby aux Spurs. Ouais, 4 ans, $41 millions et ce qui pose question parce qu'on attendait peut-être Gershon Yabusele à San Antonio. Là, avec ses signatures, c'est peut-être pas fini, mais ça laisse peut-être un peu moins de possibilités de voir un autre Français aux Spurs. Ouais, au début, j'étais un peu surpris de cette arrivée. Elle était surprenante dans tous les cas. Et puis, je me suis rendu compte que les Spurs pouvaient pas forcément avoir énormément mieux. Ça reste un backup. Mais est-ce que ça suffit pour vraiment jouer les premières places? Un petit Gershon en plus, tu commences à avoir une raquette vraiment intéressante pour San Antonio. Donc on va voir. En tout cas, Luke Kornet, qui était devenu la mascotte de Boston, qui nous avait sorti un énorme match là contre New York en play-off. Ça va être marrant. Je pense qu'il peut bien fitter avec l'ADN Spurs en tout cas. On est d'accord pour dire que finalement, après cette première nuit, Denver et Houston sont les gagnants pour le moment de ce début de free agency. Clairement. Et tous les amoureux de la conférence Ouest, du coup, je pense que vous l'aurez compris. Je regarde si on n'a pas oublié quelque chose. Après, avant de terminer, je te propose, je rappelle quelques autres signatures. Du côté du Thunder, on a re-signé Jalen Williams pour $24 millions sur 3 ans. Paul Reed, du côté de Détroit, prolonge $11 millions sur 2 ans. On n'en avait pas parlé pour Milwaukee. Il y a Kevin Porter Jr. aussi qui reste dans le Wisconsin. $11 millions sur 2 ans. Qui on a oublié? On n'a pas oublié grand monde. Sam Merrill, $38 millions sur 4 ans, toujours à Cleveland. Davion Mitchell, prolongé par le Heat aussi, $24 millions
millions sur 2 ans. Trey Jones à Chicago, 24 millions de dollars sur 3 ans. Voilà, ça fait beaucoup de chiffres. Bon, et là, c'est des mouvements qui sont un peu plus anecdotiques. Non, je crois qu'on a plutôt bien fait le tour. De toute façon, il y aura encore pas mal de mouvements. La semaine prochaine, on refera un point avec toi, Baptiste, pour parce que il y a quand même cette affaire Giannis, moi, je pense qu'il n'est pas terminé finalement. Ça peut être le deuxième étage de la fusée. Alors, je sais pas si elle sera des Rockets, mais en tout cas, non, je pense que c'est clairement pas fini et on peut s'attendre à quelque chose, même peut-être d'historique. Et le rendez-vous est pris. Semaine prochaine pour un nouveau podcast. En tout cas, buvez bien, hydratez-vous sous ces très fortes chaleurs. Et puis nous, on se retrouve du coup très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Salut à tous.